Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans le cadre de l'émission Parlons Nation. De ces jours, on se retrouve encore pour passer l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national en revue. Au menu de cette émission, nous aborderons la question sur les différentes sorties médiatiques, notamment celui du président rwandais Paul Kagame et peu après cela, le chef de l'État Félix Tshisekedi qui était devant le jeune qui représente le 26 provinces en a répliqué à ce qui a été dit et sur justement sa gestion du pays ces derniers temps, mais également cette guerre entre les deux États. On en parle tout de suite tout au long de cette émission. Comme d'habitude, on reçoit, nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux Junior Koudoura, j'ai l'habitude de le dire, il est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également un acteur politique très actif sur le terrain. C'est avec lui que nous allons essayer d'en parler et de passer l'actualité en revue. Alors, d'entrée de jeu, je m'en vais les recevoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Augustin, bonjour à vous également et merci de me recevoir une nouvelle fois dans votre émission que vous animez si bien, Parlons Nation, qui est là pour décrypter l'actualité politique nationale. Ça fait couler beaucoup d'encre d'entrée de jeu. Après la sortie du président rwandais Paul Kagame, quelle est votre réaction par rapport à ça? Eh bien, sur les propos qui ont été tenus par rapport au fait que le président de la RDC imputait la responsabilité de la guerre à l'Est et l'insécurité à l'Est au Rwanda pour justifier le report des élections en RDC. D'abord, sur ces propos, sur la question de forme, il faut poser le contexte.
Kagame, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est président aujourd'hui, mais à l'origine, c'est un rebelle qui est venu prendre le pouvoir en force au Rwanda, qui a d'abord été, à la suite des négociations de l'accord d'Arusha, vice-président du Rwanda, et après la démission du président de l'époque, a pris le pouvoir avant de faire les premières élections au Rwanda en 2000. Par rapport au mode d'élection qui chaque fois caractérise les élections au Rwanda, il n'a aucune qualité de commencer à justifier ou à argumenter sur le fait de ce qu'est la démocratie, de comment est-ce qu'elle doit être en RDC, de ce que doivent faire les Congolais. Ça, c'est sur la forme. Alors, sur le fond, peut-être que nous pourrions en parler. Très bien. Je veux, avant que nous puissions entrer justement en détail pour analyser les propos du président rwandais, nous allons retourner de l'autre côté de la régie finale pour écouter ce qu'a été les discours de ces derniers et puis on se retrouve justement après pour continuer cette émission. In comparison, Rwanda and Congo. En comparaison, le Rwanda et le Congo, il y a pour le Congo beaucoup plus de rapports avec ces gens que le Rwanda, et c'est pourquoi ces gens font beaucoup attention lorsqu'ils essayent de trouver la solution au problème du Congo. If it was because of Rwanda, maybe they would be together. Le président Kagame indique que différentes parties connaissent très bien le problème de la République démocratique du Congo, mais l'ignorent pour différentes raisons. Et c'est pourquoi certains pays puissants et l'Organisation des Nations Unies ne font rien, mais préfèrent le mettre sur le dos du Rwanda. Voilà, des retours sur ces plateaux, nous l'avions tous écouté. Quand il dit par exemple que le président actuel, le président Félix Tshisekedi, prend la situation de l'Est comme une raison pour justement reporter les élections, pour qu'il n'y ait pas d'élection ou encore une fois pour glisser, a-t-il réellement raison quand il évoque cette situation-là? D'abord, Kagame est très mal placé pour parler des élections en RDC, du principe même d'élections tout court, parce que c'est un principe qui lui échappe. Je rappelle qu'au Rwanda, depuis 2000, le président Kagame a déjà fait 22 ans au pouvoir et a modifié la constitution pour pouvoir aller jusqu'en 2034. Ce qui veut dire 12 ans de plus. Donc, en termes d'élections, de crédibilité, de légitimité, il est le plus mal placé, voire l'un des plus mal placés en Afrique, pour parler élections. Il n'a pas de leçon. Il n'a pas de leçon. Maintenant, si on veut même analyser la question sur le fond, il dit, le chef de l'État Tshisekedi souhaite manipuler l'opinion pour remettre sur les épaules du Rwanda la responsabilité de la guerre à l'est du pays, de manière à pouvoir justifier le glissement politique et donc le non-respect de la date échue pour les élections. Mais c'est complètement faux. Si le chef de l'État effectivement ne voulait pas d'élections et voulait d'un glissement, eh bien nécessairement, justement, l'insécurité à l'est du pays et la guerre à l'est du pays seraient les raisons les plus valables et les plus faciles à utiliser par lui pour pouvoir justifier d'une absence d'élection et d'un report du scrutin. Donc quand Kagame dit que le pouvoir congolais utilise la guerre pour reporter les élections, c'est faux. Le président de la République combat le Rwanda. Moi, je ne parle même plus du M23 parce que derrière le M23, c'est le Rwanda. Le président de la République combat le régime rwandais, pas les Rwandais, la population, mais le régime rwandais. C'est ainsi que je dis le Rwanda, le régime politique rwandais. Et donc, en le combattant, ce n'est pas en le combattant qu'il va justifier le report des élections. Justement, s'il voulait du report des élections, il laisserait notre président l'insécurité se propager, il laisserait la partie est du pays devenir encore plus insécurisée, il laisserait les populations souffrir pour avoir le meilleur des arguments pour dire que, vu la souffrance de la population, vu l'insécurité et donc les priorités qui règnent par rapport à la souveraineté de l'État, les fonds publics ne peuvent pas être alloués aux élections alors que le pays est en train d'être combattu à l'est du pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la posture que le président adopte. Justement, il adopte une posture offensive de manière à éradiquer la menace rwandaise, politiquement parlant, je parle. Et aujourd'hui, cette prise de position du chef de l'État qui est ferme et qui pousse aujourd'hui le monde entier à commencer de plus en plus à parler de la question rwandaise, mais d'abord, premièrement, le président lui-même de manière individuelle en insécurité. Deuxièmement, ça va à l'encontre d'une théorie selon laquelle il voudrait reporter les élections grâce à la guerre à l'Est. Parce que si c'était la posture à adopter, il ne serait pas justement en train de combattre les Rwandais, il serait justement complice avec eux
pour qu'il pénètre davantage l'est du pays et justifier un report d'élection pour 2 raisons. D'abord parce que, face à une guerre, le pouvoir public pourrait dire, par exemple, que vu l'état d'insécurité, les fonds de l'État ne peuvent pas aller dans les élections, alors que le pays est en train de partir. Il faut sécuriser d'abord le pays avant de penser aux élections. Et deuxième raison, je vous garantis que même si vous allouez les fonds publics dans l'organisation et la mise en place d'élections au Congo, les populations de l'Est, face à l'insécurité, n'iront jamais voter. Vous pourrez mettre 1000 ou 1 million de bulletins de vote à Rutshuru, à Bunagana, s'il y a insécurité, personne n'ira voter. Et donc, ça posera un problème de légitimité au président élu, car une partie des Congolais, une partie sensible et donc raisonnable et importante des Congolais ne pourrait pas voter. Donc, ça poserait des problèmes de légitimité. Mais aujourd'hui, le chef d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire. Il se bat pour mettre la sécurité, il se bat pour protéger le territoire, son intégrité, ses populations, et permettre un processus électoral. Entre-temps, on va en parler peut-être tout au long de cette émission. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante qui est en train d'affûter les armes pour organiser les élections. Quand vous évoquez cette question-là, est-ce que vous ne faites pas allusion à cette jurisprudence parce que dans ces pays avions connu des élections sans qu'une partie de ces territoires puisse voter, mais justement, cette population puisse voter? Le chef de l'État n'a aucune raison de vouloir exclure l'une des populations au vote. Il n'a aucune raison de vouloir reporter les élections. La preuve en est, beaucoup l'ont fustigé pour réclamer la publication du calendrier. Cette publication, elle a été faite. Mais derrière cette publication, le chef de l'État l'avait dit à New York, publier un calendrier, c'est rien, c'est fait en claquement de doigts. Mais dans ce calendrier, il y a des dates. Mais ces dates représentent des challenges à la fois au niveau de la CENI, qui doit identifier et enrôler, au niveau du Parlement, qui doit voter la loi relative à la répartition des sièges, et à son niveau, en tant que chef de l'État, qui doit promulguer la loi. Donc la publication du calendrier est un acte que pose le chef de l'État, mais les grands challenges sont derrière cette publication du calendrier-là. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État voulait justifier ou reporter les élections, il ne se battrait pas comme il le fait aujourd'hui pour sécuriser le pays et défendre les populations à l'Est. Il laisserait l'insécurité se propager, il laisserait le M23 et le Rwanda déstabiliser le pays pour justifier une urgence qui ne permettrait pas à ce qu'on consacre les fonds publics dans des élections. Donc Kagame, son analyse, elle est fausse, elle est complètement fausse et erronée. Fausse dans la forme, parce qu'il n'a pas qualité à nous parler de notre pays, et fausse dans le fond, parce que l'argument ne tient pas, et c'est au contraire l'argument inverse qu'il aurait dû sortir. Très bien. Alors, le chef de l'État lui-même aussi, en entendant les propos de son homologue rwandais, lui aussi devant les jeunes qui représentaient les 26 provinces, oui. Avant d'en parler, avant de mettre quelques commentaires, je préfère retourner encore de l'autre côté de la régie finale, que l'on puisse d'abord écouter le chef de l'État et puis on se retrouve justement après. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit
d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, compte tenu de toutes ces déclarations, quand le chef de l'État fustige et condamne les propos de son homologue, quand il dit que voilà, il fait partie des dirigeants rétrogrades, qu'est-ce qu'il voulait exactement dire par rapport à ça? Mais le président Kagame, il s'exprime devant une population, sa population, disant qu'il a l'expérience de la guerre, qu'il est la personne la mieux placée dans le monde pour vous parler et expliquer c'est quoi la guerre et ses conséquences. Il dit à la fin, oui, non, donc je suis le mieux placé pour vous parler de paix. Mais l'insécurité à l'est du Congo, il ne faut plus le cacher, c'est plus le M23, c'est le Rwanda. Deuxièmement, quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force comme il l'a fait dans son propre pays, ne peut pas nous expliquer ce qu'est la démocratie. Ça, c'est manquer de respect à notre pays. Lui-même a pris le pouvoir suite à des accords de paix négociés, d'Arusha notamment, faisant suite à sa rébellion. Lui-même a fait des élections en 2000 avec 90% d'élections. 7 ans plus tard, 97% d'élections. 7 ans plus tard, 95% d'opposition. À chaque élection politique au Rwanda, plus il y a d'élections et plus le taux de popularité et donc le taux de suffrage pour le président Kagame augmente. Plus aimé dans son mais non, même aimer, si vous êtes aimé, vous respectez la Constitution, vous ne la changez pas par référendum pour vous la tailler sur mesure alors que vous avez déjà 22 ans d'exercice de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on demande à limiter les mandats? Et c'est là que le chef de l'État est moderne. Et on en parlera peut-être à l'occasion, faisant suite à la nomination des nouveaux bourgmestres. Pourquoi est-ce qu'on renouvelle les mandats? C'est vrai, c'est pour des raisons de démocratie, de respect des normes démocratiques, universelles, etc. Mais c'est aussi dans la gestion d'un pays pour renouveler les idées, renouveler les intelligences, renouveler les capacités, avoir du sang frais, avoir de l'oxygène dans la manière de gérer l'État, des idées nouvelles, des idées différentes. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. C'est ouvrir le champ politique pour permettre aux gens la participation de la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, quand le chef de l'État il le dit, effectivement, quelqu'un qui prend le pouvoir il y a 22 ans pour continuer à être élu encore pendant 14 ans, pour continuer à faire les mêmes guerres qu'il faisait il y a 20 ans, face au président Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui encore face au président Tshisekedi. Mais effectivement, il est rétrograde. Aller de l'avant, c'est proposer une nouvelle manière de faire des affaires. Vous voulez travailler avec le Congo parce qu'on a des ressources que vous n'avez pas? Vous venez, vous discutez. Les gens faire la guerre et se cacher derrière des mouvements rebelles, c'est bien quand on ne vous connaît pas, mais quand on vous met à nu, on vous découvre, vous êtes ridiculisé. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est rétrograde de commencer à vouloir s'accaparer de manière violente de ressources d'un pays qui déjà vous a découvert étant le belligérant pour justifier votre développement économique. Venez, comme tous les pays normaux et civilisés, vous venez, vous discutez, on fait des accords internationaux et nous évoluons. Très bien. Les gens s'entendaient beaucoup plus à une réponse très musclée de la part du chef de l'État, mais apparemment le chef de l'État est allé dans le sens de prêcher l'amour, de prêcher la bonne cohabitation, de prêcher cette bonne manière de supporter même. Il a encore réitéré, il a encore appelé les Rwandais nos frères, de leur supporter, mais également leur aider à arriver à faire partir ces régimes. Est-ce que ce n'est pas par cette manière que peut-être Kagame profite de cette faiblesse-là pour faire tout ce qu'il est en train de faire à l'est de Non, la guerre se passe normalement entre deux armées et n'attaque pas les civils. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en train de fustiger le fait... On ne peut pas à la fois fustiger le fait que nous sommes face à un tueur, nous sommes face à quelqu'un qui est en train d'exterminer une population, et en même temps, nous-mêmes aussi, aller au Rwanda exterminer une population. Ce serait prêcher contre notre propre église et paroisse. On ne peut pas faire la pression diplomatique que nous avons fait depuis des mois avec le président de la République pour fustiger et mettre à nu le rôle que joue le Rwanda dans la guerre, mettre à nu son rôle dans l'extermination des populations civiles non armées, et en même temps, nous aussi, commencer à attaquer les populations rwandaises civiles non armées. Notre terrain, il est militaire,
Nous défendons nos frontières là où elles sont attaquées, mais nous n'attaquons pas des civils qui n'ont rien fait. Rwandais ou pas rwandais. La question, c'est le pouvoir politique rwandais. C'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Là où nous sommes attaqués, nous attaquons. Nous, notre rôle, ce n'est pas d'aller attaquer les terres rwandaises et les populations rwandaises et tirer des obus chez les Rwandais. Notre rôle, c'est protéger notre territoire. Le Rwanda ne nous intéresse pas. Sa population ne nous intéresse pas. Donc nous la respectons comme toute autre population, mais nous demandons à ce que notre population soit respectée. Et nous fustigeons le fait que justement, dans notre pays, qui a été accueillant avec ces populations-là qui ont beaucoup souffert au Rwanda, soit attaqué aujourd'hui, et que ce sont les civils qui sont attaqués, et qu'en plus, de manière lâche, en se cachant derrière des groupes armés. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, le président ne prêche pas l'amour, il prêche le respect de la dignité humaine, le respect de la vie humaine. C'est pas, il n'est pas en train de commencer à dire oui, le Rwanda, je t'aime. Non. C'est comme qui dirait en train de caresser le Rwanda. Mais il ne caresse pas le Rwanda. La population, quand il dit que la population doit être délivrée, mais elle est sous un président qui est arrivé au pouvoir par les armes. Il est président depuis 22 ans. Il a encore 12 ans de pouvoir. Il modifie la Constitution par référendum à 95% voté pour lui. Truqué. 22 ans de trucage d'élection. Mais il faut délivrer la population. Est-ce que vous sentez, vous, au Rwanda, l'engouement des Rwandais, la population civile rwandaise, pour dire « attaquons le Congo » Non. La raison pour laquelle Kagame s'est exprimé devant les parlementaires, c'est que la question congolaise a tellement été posée sur la table par le président Tshisekedi qu'elle a même atteint l'écho international que nous souhaitions. Et cet écho d'indignation internationale pose problème au Rwanda et à son gouvernement parce que ça peut même déstabiliser même l'opinion publique rwandaise face à la gestion de Kagame par rapport à la RDC. Très bien. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux Junior Koudoura, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également communicateur, mais aussi un acteur actif sur terrain. Alors, j'ai certainement envie de vous poser cette question face à cette situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Nous sentons un mutisme du côté de la communauté internationale, mais également de l'Union africaine. Comment justifiez-vous ce mutisme-là? Non, il y a des complicités. Les États-Unis sont complices. La France, l'Union européenne qui débloque encore 20 millions pour l'armée rwandaise, alors que l'armée rwandaise est impliquée jusqu'au cou dans les massacres en RDC. Il y a une complicité. Qui ne dit pas son nom, mais il y a une complicité qui a été révélée par le chef de l'État. Le gouvernement... Les mesures ne se prennent pas sur un plateau politique comme le nôtre. Les mesures elles peuvent être discutées. Il y a des moyens de pression que nous pouvons faire, notamment au niveau de la francophonie. Nous pouvons demander à nous retirer. Par exemple, j'ai vu le président Macron à Washington se vanter de la francophonie, à laquelle appartient la RDC, dans laquelle la RDC joue un rôle énorme. Donc ce sont là des moyens de pression que nous pourrions utiliser. Mais effectivement, il y a un mutisme de la communauté internationale, mais aussi de nos politiques congolais. Certains leaders de la Mouka qui vont sur France 24, sur TV5 Monde, pour dire oui, l'échec de la guerre au Congo, l'échec de la guerre, de ce qui se passe à l'est du pays, c'est à cause du président Tshisekedi. Les responsables de la Mouka qui le disent sur TV5 Monde qui est un média de l'Union européenne, et cette même Union européenne qui finance 20 millions de dollars au Rwanda qui nous attaque. Mais ces Européens, ils rigolent avec notre opposition. Ils se moquent de notre opposition. Comment un opposant peut aller sur un plateau européen qui finance le Rwanda et dire sur ce même plateau européen, dont les propriétaires sont au courant que ce sont eux, effectivement, les Européens qui financent le Rwanda, mais ils vous rigolonnez quand ils entendent votre opposant vous dire oui, la guerre à l'Est, c'est parce que le président Tshisekedi. Mais non, c'est ridicule. Vous faites allusion à Martin Fayulu. Je fais allusion à personne, je fais allusion à des responsables politiques de la Mouka que j'ai suivis sur les plateaux télé en Europe, dire que la guerre à l'Est, la responsabilité, c'est celle du chef de l'État. Parce qu'il y a vérité des urnes, etc. Alors que cette même Union européenne est complice du Rwanda dans ce qui se passe en RDC. Donc elle rit au nez de ces opposants-là, qui au lieu de se ranger derrière le chef de l'État pour des besoins d'intégrité, de souveraineté nationale, parce que c'est ça un acteur politique, c'est mettre la nation devant, au-delà des intérêts individuels. Ne plus que reporter vos intérêts individuels. On ne demande pas d'y renoncer, mais reporter vos intérêts individuels pour l'intérêt de la nation. Et nos politiques, certains d'entre eux, qui souvent sont dans les médias étrangers, alors que nous sommes en guerre face à ces pays étrangers qui soutiennent le Rwanda, donc nous sommes implicitement en guerre contre eux, mais ces médias étrangers se rient de ces opposants qui n'ont pas l'esprit patriotique et qui sont aveuglés par des intérêts politiques individuels au détriment de la nation. Et ceci va à l'encontre de ce que doit être un homme politique, qui, avant toute chose, opposant en majorité,
quand le pays est agressé, vous vous rangez derrière la patrie. Parce que si ce pays est en perdition, vous n'aurez plus rien à diriger si un jour vous arrivez au pouvoir. Très bien. J'ai certainement envie de vous poser cette question avant d'échanger la thématique, avant d'aborder la deuxième thématique de cette émission pour parler de la publication du calendrier électoral que beaucoup d'ailleurs jugent irréaliste. Appel à la mobilisation générale. Aujourd'hui, plusieurs couches de la population, confessions religieuses, dans les rues. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer quelques retombées positives par rapport à toutes ces marches qui sont organisées ça et là sur l'étendue du territoire? Oui, il y a une mobilisation générale qui a été faite suite à l'appel du chef de l'État, il faut la constater, au niveau de l'Église catholique, au niveau de la jeunesse, au niveau des acteurs politiques, pour une bonne partie d'entre eux aussi. Il y a quelques réfractaires qui sont là toujours, mais effectivement, nous pensons qu'il y a un appel à la mobilisation qui a été entendu par les populations. C'est une bonne chose. Je pense que la question, et je l'ai dit dans l'émission précédente, la question de la guerre à l'est du pays n'a jamais été aussi fortement portée sur la table par un président congolais. Et aujourd'hui, c'est au crédit du chef de l'État, il faut le dire. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup d'opposants restent silencieux, parce qu'aujourd'hui, les Congolais se rangent vers le chef de l'État face au pays qui est agressé. Pourtant, ils sont dans les rues tout le temps en train de marcher pour dénoncer cette agression rwandaise face à la... Je n'ai pas vu beaucoup d'opposants dans les rues, peut-être que vous les avez vus, moi je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu l'Église catholique, j'ai vu des acteurs politiques, j'ai vu des structures de la majorité présidentielle, mais je n'ai pas vu beaucoup d'opposants. D'abord, être dans la rue, c'est autre chose, c'est pas mauvais, ni même s'exprimer et s'insurger, et se rebeller contre ce qui se passe à l'est de la RDC, j'en ai pas entendu beaucoup. Parce qu'ils se disent que s'ils font ça, ils soutiendraient directement le chef de l'État, et ça, ils ne peuvent pas se le permettre, selon leur raisonnement à eux, qui selon moi est erroné, parce qu'aujourd'hui, un appel à l'unité doit être lancé, et nous devons faire montre de solidarité face à l'ennemi. Très bien. Publication de calendrier électoral, c'était la semaine dernière que la Commission électorale nationale indépendante, via son président Denis Kadima Kazadi, a publié le calendrier électoral. Comment jugez-vous ces calendriers? Réalistes ou irréalistes? D'abord, la CENI, c'est la commission qui, de par la Constitution, est habilitée à mettre en place un calendrier électoral amenant à des élections. Je juge le calendrier, je le prends tel qu'il a été publié. Il y a des dates, des échéances. Ces échéances représentent des challenges importants, surtout la question de l'identification et enrôlement des populations. C'est là que se jouera le tout. Et donc, à la CENI, de jouer son rôle en termes de planification technique, au gouvernement de jouer son rôle en termes de financement et d'accompagnement structurel de la CENI jusqu'à bon port, aux parlementaires de jouer leur rôle quant à la mise en place de la loi relative à la répartition des sièges, et au chef de l'État de jouer son rôle à la promulgation. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la question de la CENI, j'entends beaucoup dire que le calendrier n'est pas consensuel. Mais la CENI peut à la limite consulter. Mais de par la Constitution, de par la loi qui met en place le fonctionnement et l'organisation de la CENI, articles 7 et 9 de cette loi, la CENI, elle est indépendante. Vous ne pouvez pas demander, vous qui êtes joueur et participant à la compétition, de discuter les règles de jeu avec l'arbitre. Avec l'arbitre. L'arbitre, il est indépendant par définition. À partir du moment où vous voulez un calendrier, une CENI qui prend en compte vos revendications individuelles, ce n'est plus une CENI indépendante, c'est une CENI consensuelle. Et donc, si c'est une CENI consensuelle, elle perd de son indépendance et donc de sa crédibilité. Donc, quand j'entends beaucoup d'opposants dire que la CENI, elle est à la botte du chef de l'État, le chef de l'État n'a jamais demandé à ce que la CENI et son calendrier soient consensuels. Ce sont les opposants qui souvent demandent un calendrier consensuel. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un calendrier consensuel? Le calendrier n'a pas à être consensuel. Vous lisez la Constitution, vous lisez la loi relative à l'organisation de la CENI, jamais il a été écrit que le calendrier, pour être validé, doit être consensuel. Ce sont des concepts qui ne veulent rien dire. Un calendrier, il est publié, point barre. Et ceux qui demandent à interagir avec la CENI pour avoir des précisions, pour donner leur avis sur comment doit être fait le calendrier, ce sont eux justement qui ne sont pas prêts à aller aux élections, ce sont eux qui veulent altérer les règles de jeu, ce sont eux qui ne sont pas certains et qui mettent en cause, si cela devait être le cas, l'indépendance et l'authenticité du travail de la CENI. Chaque fois en voulant s'ingérer, donner leur avis, leur opinion sur le travail que fait la CENI de manière indépendante, de par la volonté de la Constitution. Les élections prévues en décembre 2023, aujourd'hui nous sommes au mois de décembre 2022,
une année quasiment qui nous reste, avec tout ce qu'il y aura comme activité, enrôlement des électeurs, mais également la convocation des scrutins. Est-ce que pensez-vous qu'on va y arriver? D'autant plus que déjà, nous sommes au mois de décembre. L'enrôlement est prévu d'ici le 24 ou le 25, si je ne m'abuse pas. Est-ce que ce calendrier va vraiment nous permettre d'aller aux élections en 2023? Le calendrier est posé, il a été fait par des techniciens, des experts en la matière, en l'occurrence le bureau de la CENI, et leur staff et leurs équipes techniques. Il n'y a aucune raison, jusqu'à preuve du contraire, de penser le contraire. Le temps, au regard du déploiement... Ce sont des challenges, il y a des défis, comme je l'ai dit, il y a des dates. Il faut déployer les matériels. Mais le gouvernement a décaissé les fonds nécessaires émis ou demandés par la CENI jusqu'à ce jour. Le gouvernement n'a aucun retard de paiement par rapport à la programmation du décaissement des fonds relatifs à l'organisation des élections. Jusqu'à ce jour. Donc, techniquement financièrement parlant, la machine est mise en marche pour que les élections aient lieu à bonne date. Maintenant, techniquement parlant, lorsque le président de la CENI dit et s'engage à publier un calendrier et dit que les dates seront respectées, de manière indépendante, il a fait son travail. Donc nous, politiques, nous en tenons à ça et nous nous préparons en conséquence. Simplement. Quand une autre manche dit que ce calendrier profite au régime en place pour justement favoriser la fraude et la tricherie. Mais en 2018, il y a eu des élections qui avaient aussi été remises en cause, dont les délais aussi avaient été questionnés. Le questionnement, c'est pas mauvais. Il faut questionner le calendrier, effectivement. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en 2018, les élections ont eu lieu finalement. Et pourquoi pas cette fois-ci? Connaissons tous Et pourquoi pas cette fois-ci? Il y a des élections qui ont été mais toutes les élections, même aux États-Unis, les élections ont été contestées par le camp de Donald Trump. Est-ce que ça remet en cause la légitimité du président Biden? C'est une question. Même en France, les élections ont été contestées en tout cas, le résultat a été contesté par le camp Le Pen. Est-ce que ça remet en cause la qualité et la légitimité du président élu? Non. La contestation fait partie de la démocratie. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. La RDC est un pays de la dimension d'un continent. Pensez-vous que l'enrôlement des électeurs va être favorable à tout citoyen à l'âge de s'enrôler? Si la sécurité, nous sommes en train de travailler sur la résorption de la crise avec l'Est du pays. Nous sommes en train de travailler sur le financement des élections. Donc, techniquement parlant, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas élection si le président de la CENI vous dit que les dates seront tenues. Il n'y a aucun argument technique qui a été posé par l'opposition ou la société civile à ce jour. Technique, je parle, avec des délais, un raisonnement réfléchi, argumenté, précis, qui justifierait que ces dates-là ne puissent pas tenir et que ces délais ne puissent pas tenir. Je n'ai encore vu aucune intervention démonstrative de pourquoi ces élections ne se tiendraient pas. Tout ce que nous faisons, c'est de commenter des suppositions. Est-ce que ces élections se tiendront ou pas? Oui, mais mais techniquement, personne n'a pu prouver que ce calendrier n'est pas crédible. Seul Denis Kadima et son bureau qui sont habilités. Non, mais il y a des acteurs politiques qui peuvent analyser le calendrier, tenant compte de ceci, cela, tel paramètre, tel ratio, telle statistique, par rapport à 2018, par rapport à 2019. Voici où nous étions, voici où nous en sommes, à la même date. Personne n'a fait ce travail-là jusqu'à présent pour nous démontrer que ce ne serait pas possible d'avoir les élections en 2023 décembre. Donc, je suppose que, jusqu'à preuve du contraire, ces dates, elles tiennent. Et nous nous y tiendrons et nous y préparerons en conséquence. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle encore une fois que c'est Junior Koudoura que je suis en train de recevoir sur ces plateaux et nous sommes en train de passer l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national en revue. Alors, nous allons aborder la dernière thématique de cette émission et là, nous parlerons justement de nomination. Les récentes nominations communales, le chef de l'État qui a parcouru ou qui a justement nommé plusieurs bourgmestres, mais également les bourgmestres adjoints. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas connu ce genre de nominations. Dans le calendrier de Denis Kadima qui prévoit les élections communales, municipales et consorts, est-ce que pour cette fois-ci, ces élections seront d'abord organisées? Ça, c'est ma première question. Mais également, le chef de l'État, en nommant ces bourgmestres, quelle est sa vision? Je pense qu'il y a une vision de... Tout à l'heure, nous parlions de la vision archaïque qu'il décrivait par rapport à la gestion qui a lieu au Rwanda. Je pense que la vision du chef de l'État, c'est une vision dynamique, jeune, fraîche, rafraîchissante. À son image d'ailleurs.
il est lui-même le représentant du renouveau, du changement. Et à ce titre, il est forcé d'appliquer ce changement à tous les niveaux. Et il l'a fait lorsque le premier gouvernement, tant bien que mal, FCCK est sorti. 75% de la classe politique au sein du gouvernement avait été renouvelée. Il le fait dans la nomination des mandataires publics. Lorsque des jeunes compétents qui ont le profil peuvent être placés, il les place. Lorsque des jeunes femmes, mariées ou pas mariées, célibataires ou mères, en bonne santé ou peut-être un peu amoindries par des raisons physiques, handicapées, peuvent être nommées, il les nomme. Au niveau des communes, même chose, plus de 80% de jeunes. Mais c'est formidable. Accusé de nommer beaucoup plus les membres de sa famille politique. Non, moi je connais, j'ai des noms précis, je suis bien placé pour le dire, des noms précis qui n'ont rien à voir avec sa famille politique. Aujourd'hui, vous allez travailler avec ceux qui veulent travailler avec vous. Et qui veut travailler avec le chef de l'État actuellement? Ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que, il s'identifie à lui qui lui-même représente le renouveau. Parce que deux, les jeunes n'ont pas d'intérêt à travailler contre un chef de l'État pour lui prendre un quelconque pouvoir politique. Et de trois, parce que fondamentalement, le renouveau dans la gestion de la chose publique, c'est fondamental. Vous pouvez être le meilleur président, le meilleur premier ministre, le meilleur bourgmestre, le meilleur ministre. Si vous faites 5 ans, 10 ans à la même fonction, vous n'aurez plus la même fraîcheur d'idées, vous n'aurez plus la même innovation, la même créativité, le même enthousiasme. Il y aura une certaine routine qui s'installera psychologiquement. Donc il est important de renouveler les leaders pour apporter du rafraîchissement dans la gestion, dans les idées, dans comment gérer l'État et surtout faire participer la jeunesse aux combats et aux fruits que ces combats ont donnés. C'est bien beau de mobiliser les jeunes pour aller mobiliser pour des marches, pour aller mobiliser pour la guerre à l'Est, mais quand les fruits de leur travail et de leur mobilisation et de leur combat payent, il faut les rétribuer, il faut les responsabiliser. Vous responsabilisez la jeunesse en lui donnant la responsabilité de gérer son propre futur. Pas en lui disant, vous allez vous battre, mais quand il s'agit de gérer, laissez les plus âgés qui ont 30 ans, qui sont fatigués, qui n'ont plus de créativité, vous gérez. À ce moment-là, si ce sont toujours les mêmes qui gèrent, envoyez ces mêmes-là défendre le pays. Beaucoup pensent que le chef de l'État est en train de préparer son élection en 2023, en train de poser déjà les jalons, en train de poser les bases. Voilà pourquoi il a procédé à ces nominations. Non, le chef de l'État, d'abord, tout chef de l'État doit préparer les élections à venir, mais je pense que jusqu'au bout, la priorité du chef de l'État, c'est travailler pour la résorption de la crise à l'est du pays. Je pense que plus que jamais, nous ne parlons pas d'élections au Congo, nous parlons de la guerre à l'est. C'est ça la priorité du chef de l'État. Justement, la guerre et les élections, c'est l'actualité. Sans paix, il y a deux choses. Si vous allez aux élections en oubliant l'insécurité à l'est, donc en oubliant les populations du Kivu qui ne pourront pas voter, même si vous faites ces élections-là, on vous reprochera d'avoir été aux élections en ayant effacé, mais c'est ce que je dis. Mais est-ce une bonne chose? C'est pas une bonne chose. En termes de légitimité, c'est un forcing. Quand on parle d'élections inclusives, j'entends les opposants, oui, il faut des élections inclusives. Eux, ils parlent d'élections inclusives en termes de, il faut que tel candidat soit présent, il faut que tel opposant soit présent. Mais l'inclusivité, au vrai sens du terme, la vraie, celle que nous portons à l'UDPS, c'est la participation de toute la population, de toutes les couches du pays aux élections, au processus. Donc, s'il y a deux choses, je le disais, je vais terminer, si on va aux élections et que l'Est du pays ne vote pas, et qu'on fait les élections quand même, on dira que ces élections ne sont pas légitimes parce que l'Est n'a pas voté. On dira que le gouvernement a été irresponsable parce qu'on a favorisé des intérêts politiques au détriment de la survie de la sécurité de la population. Et si nous allons aux élections, et si nous n'allons pas aux élections parce qu'il y a la guerre à l'Est, on dira qu'il y a glissement. Et qu'on a voulu ce glissement nécessairement pour ne pas faire les élections. Donc la question de la sécurité à l'Est, dans tous les cas, elle est fondamentale. Il faut la régler. Il faut la régler. Et c'est donc là qu'est la priorité. Maintenant, préparer les élections, tout président qui est candidat à sa réélection, à un moment donné, il y pense. Comme disait Sarkozy, peut-être que le président y pense le matin en se rasant devant le miroir. Mais la priorité, ce n'est pas la scène. Cette priorité à lui, c'est les élections. Et son travail de longue haleine qui a été de mobiliser la diaspora, de mobiliser la diplomatie, de mobiliser les pays de la sous-région, de mobiliser la communauté, de fustiger la complicité, ce travail commence à payer. Très bien. Vous êtes de la famille du chef de l'État, la famille politique évidemment du chef de l'État. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent, il y a certaines personnes proches du chef de l'État qui pensent que
même si la population de l'Est ne votait pas, mais quand même il y a une innovation. La CENI qui a innové avec les Congolais de l'étranger qui vont quand même voter cette fois-ci, ça pourrait pallier à cette absence de la population de l'Est. Comment réagissez-vous par Non, il n'y a pas de... Personne ne peut pallier à personne. Je pense que toute la population est importante. Toutes les couches de population doivent s'exprimer pour comprendre aussi les besoins de chacun et donc comment réformer le pays. Et je ne pense pas qu'il faut regarder en termes de quotas. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez faire voter la population de l'Est, tout comme vous pouvez faire voter la population de la diaspora. Ça n'impacte en rien les élections de manière générale. Ce n'est pas parce que vous supprimez ceux-ci et que vous prenez d'autres que vous serez élu. Le but, c'est de faire des élections inclusives dans un climat de sécurité. Un climat propice à ce que la population puisse s'exprimer. Et c'est le plus grand rendez-vous politique d'un mandat politique. Très bien. Donc il faut que tout le monde puisse participer. Si la diaspora participe, tant mieux. Et si la population de l'Est y participe, nécessairement, tant mieux aussi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir sur ces plateaux Junior Koudoura. Avant de se séparer, un petit mot par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, mais également si vous avez un petit message à lancer. La mobilisation de tous, moi étant jeune, je commence par la jeunesse, derrière le chef de l'État pour sauver la nation. Parce que je vous garantis que si le pays part, nous ne serons plus là, vous et nous, pour parler politique de tel clivage ou tel clivage. Deuxième chose, merci au chef de l'État pour la pression qu'il met d'un point de vue national et international sur la question de l'Est. Troisième chose, je suis ravi de voir la nomination au niveau des mandataires publics, au niveau des communes de la jeunesse. Ça prouve que la jeunesse a un rôle à jouer, le chef de l'État matérialise ses promesses. Et donc, quatrième chose, merci à vous de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de passer sur Parlons Nation. J'espère que cette émission pourra édifier notre population, notre jeunesse et d'autres couches de population aussi sur les enjeux de l'heure et sur l'apport que je peux peut-être amener dans ma manière d'appréhender la gestion de la chose publique. Merci beaucoup. Espérons qu'en 2023, même l'hémicycle sera inondé des jeunes. Nous l'espérons, c'est prometteur avec ce que nous voyons autour du chef de l'État. Il a lancé un appel à la candidature des jeunes, que cet appel soit entendu pour bouger les lignes, parce qu'effectivement, à travers cet appel, et je conclus par là, le chef de l'État a montré que non seulement on vous demande de vous battre pour le pays, mais surtout aussi on a besoin de vous pour gérer le pays. Et ça, c'est un bon message de mobilisation. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était, je l'ai dit tantôt, un réel plaisir de recevoir Junior Koudoura sur ces plateaux. Restez branchés sur nos antennes. On se retrouve à la prochaine sur la même heure et à la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.